Pour t'introduire, Cyril, tu entres dans ta troisième année de thèse digitale. Tu es basé à Montpellier. Tu es encadré par Pierre Martre du LEPS, par Frédéric Garcia de MIAT et par Christophe Pradal d'AGAP. Tu es diplômé en météorologie au Bénin. Tu as aussi un diplôme d'informatique de gestion et de géo-information. Et tu as suivi, avant d'attaquer cette thèse, un master spécialisé qui est partenaire de Digital, qui est le master SILAT, sur l'aménagement des territoires à AgroParisTech. Donc, ta discipline de recherche, elle tourne autour de l'informatique et de l'agronomie. Et c'est avec grand plaisir que je te donne la parole. Merci beaucoup, Ségolène, pour cette présentation. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter un peu les grandes composantes de ma thèse qui nous a permis au fait de définir une approche pour faciliter l'échange et la réutilisation des composants des modèles de culture en différentes plateformes de modélisation et de simulation. Cette thèse est encadrée par Pierre Martre, mon directeur de thèse, Frédéric Garcia de l'INRA de Toulouse, mon co-directeur de thèse, et Christophe Pradal du CIRAD, mon co-encadrant. Alors, sans plus tarder, je vous présente ainsi la plante comme un système complexe, au fait, qui peut être étudié avec différents niveaux d'organisation. Nous avons des niveaux du niveau moléculaire jusqu'au niveau de l'écosystème, et à chaque niveau, il y a des objectifs, il y a des questions de recherche qui peuvent être posées. Et au niveau de la plante ou au niveau de la culture, pour pouvoir répondre à toutes les questions liées à la plante, on développe généralement des modèles de culture qui sont des modèles permettant d'analyser ou de prédire le développement et la croissance des plantes à l'échelle de la canopée ou à l'échelle de la plante individuelle. Et on remarque un fort développement de ces modèles de culture qui sont pour la plupart développés dans des plateformes de modélisation et de simulation. Les plateformes, il faut comprendre que les plateformes, ce sont au fait des outils logiciels qui permettent, qui facilitent au fait le développement des modèles, la réutilisation et qui mettent déjà disponibles certains composants de modèles qui peuvent être combinés pour pouvoir proposer d'autres types de modèles. Donc, il y a différents groupes de modélisation qui utilisent ces plateformes, qui partagent les modèles entre eux pour pouvoir faire évoluer au fait la science des plantes. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a un fort lien quand même entre les modèles de culture qui sont pour la plupart des modèles dynamiques avec l'espace phénotypage et génotype. Et les modèles de culture, pour commencer, peuvent prédire au fait différents traits phénotypiques. Lorsqu'on peut aussi varier au fait l'environnement pour voir quel serait l'effet un peu sur les traits phénotypiques. Aussi, les modèles peuvent être utilisés pour pouvoir disséquer aussi les traits phénotypiques complexes, pour voir un peu les relations également entre les différents composants, quels sont les effets aussi de ces traits dans les composants. Et aussi, ces modèles qui permettent aussi de détecter certains génotypes. Et les génotypes également, on peut aussi, les traits génotypiques aussi peuvent être utilisés pour faire le lien avec les variables ou bien les processus des modèles. Aujourd'hui, il faut remarquer que la disponibilité accrue des données, des données de phénotypage à partir des capteurs nous permettent aussi d'avoir beaucoup de paramètres et de variables qui nous permettent d'interroger les modèles. Et cette interrogation fait appel aussi à d'autres interrogations sur les sorties de modèles et qui nous permettent aussi de revoir un peu les formalismes, les équations qui sont utilisées dans les modèles. Alors, cela nous permet aussi de voir comment est-ce qu'on peut redéfinir de nouvelles hypothèses dans les modèles. Et la redéfinition de nouvelles hypothèses peut se faire aussi à base des modèles qui sont déjà prédéfinis dans d'autres plateformes de simulation, et ce qui fait appel aussi donc à l'échange des algorithmes et des modèles entre différentes plateformes de modélisation.
Un autre aspect, c'est que généralement, dans les activités d'intercomparaison des modèles à l'échelle de l'Europe ou bien à l'échelle internationale, comme les initiatives admin pour Maxure, il a été on peut voir qu'il y a quand même une forte différence entre les sorties des modèles. Et en général, ces initiatives permettent de comparer les modèles, les solutions de modélisation, mais ne permettent pas quand même de voir quels sont les processus au fait individuels qui sont à la base de ces différences entre les modèles. Les modèles. Donc, cela amène alors à poser un certain nombre de questions et ces questions nous permettent de définir ou d'analyser au fait les modèles, nous amènent à vouloir analyser les modèles quand même à l'échelle du processus et non du modèle au niveau de la solution de modélisation, c'est-à-dire le modèle complet. Il faut comprendre que le modèle, au fait, c'est un ensemble de processus et qui sont interconnectés. C'est pour ça que je fais la différence entre le modèle global et puis le processus. Donc, ces différentes différences nous permettent nous amènent à vouloir analyser les modèles à l'échelle du processus, à vouloir échanger également les composants des modèles. Composants de modèles, au fait, c'est le modèle à l'échelle du processus que j'appelle composant de modèle. De pouvoir échanger les modèles, les composants des modèles entre les différentes plateformes de simulation et pouvoir aussi faciliter l'intégration d'autres connaissances quand même liées à la plante dans les modèles. Et ces différents challenges ont amené quand même un certain nombre de groupes de modélisation à collaborer ensemble pour mettre en place une initiative d'échange de modèles en agriculture. Et cette initiative, elle est appelée AMEI. J'ai travaillé au sein de cette initiative composée de différentes plateformes, de modélisation et de simulation, des plateformes européenne, une plateforme européenne qui s'appelle Bioma et une plateforme aux États-Unis, DESAT, une plateforme en Australie, c'est Ciro, et puis deux plateformes en France, c'est Optalia, développée par l'INRIA, le CIRAD et l'INRA, et également la plateforme de l'INRA qui est le Record, et puis également une plateforme en Allemagne donc l'ensemble de cette plateforme ont constitué AMEI, et j'ai travaillé au sein de cette plateforme pour mieux comprendre en fait les plateformes et comment est-ce que les composants sont implémentés dans différentes plateformes. Alors, l'échange quand même des modèles entre les différentes plateformes pose quand même un certain nombre de questions à cause de la diversité des différentes plateformes existantes. Ces plateformes ont des structures de modèles beaucoup qui sont pas vraiment flexibles, c'est-à-dire chaque plateforme a son architecture propre, chaque plateforme a son langage qu'il faut maîtriser et puis certaines spécificités qu'il faut maîtriser, et la modularité également dans les différentes plateformes est différente d'une plateforme à une autre. Donc, pouvoir échanger le processus entre différentes plateformes est une question que nous avons cherché à résoudre tout au long de ma thèse. Il existe quand même déjà des approches pour pouvoir réutiliser et échanger les modèles entre les plateformes. Donc, la première approche, c'est de pouvoir réimplémenter carrément le modèle manuellement. Et la seconde approche, c'est de définir une interface pour pouvoir composer différents modèles. Ces différentes approches sont très limitées parce qu'ils cachent un peu les spécificités des modèles, les hypothèses qui sont émises dans les modèles. Nous avons cherché à mettre en place une approche efficiente, qui est transparente, qui aussi est beaucoup plus flexible en termes de modularité. Et cette approche permettra de prendre en compte également la spécificité de chaque plateforme et suivre au fait la recommandation de faire faciliter l'accès au processus, la réutilisation des processus et également l'interopérabilité entre les différents modèles. Donc, au lieu de mettre en place un mécanisme qui va permettre l'échange entre différentes plateformes, d'une plateforme à une autre, nous avons essayé de mettre en place une approche que j'ai appelée Crop2ML qui va permettre au fait l'échange qui sera un intermédiaire entre les différentes plateformes. Donc, au niveau de cette formaliste Crop2ML, je vais vous présenter cette formalisme et tous les outils associés.
Ce formalisme déjà est constitué à la fois de la description de modèle. Comment est-ce que nous décrivons le modèle avec Crop2ML? Crop2ML est défini par un ensemble de modèles, par une structure de modèle unitaire et une structure de modèle composite. Le modèle unitaire est composé au fait de la description des entrées, des sorties du modèle, une fonction d'initialisation du modèle et également des jeux de paramètres et de tests du modèle. Le modèle aussi Crop2ML est composé également d'un algorithme, l'algorithme qui représente au fait la relation entre les entrées et sorties du modèle à partir des liens mathématiques. Et puis également, nous avons défini quelle est la structure du modèle composite qui est essentiellement l'ensemble des concepts de modèle unitaire et aussi les liens entre les modèles unitaires que nous avons définis ici par des liens internes et des liens externes parce que le modèle composite est aussi composé d'entrée et de sortie. Ensuite, nous avons défini au fait un langage minimal qui représente au fait un lien minimal entre les langages existants des plateformes qui on appelle le langage CML. C'est un sous-langage de Cython existant qui nous permet au fait de décrire au fait l'algorithme des modèles. Donc pour ce langage, nous avons défini au fait des types de bases, nous avons défini des fonctions standards qui vont nous permettre d'écrire au fait l'algorithme. Alors, je prends un petit exemple, par exemple, c'est l'évaporation limitée du sol qui est fonction de l'évapotranspiration de Taylor et également de différents paramètres. Et ces paramètres alpha est fonction également d'autres types de paramètres. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien à l'écran. Nous avons la description du modèle à partir des méta-informations, title, auteur, institution. La description des entrées à partir d'autres concepts comme le nom, la description. Également, la sortie, également, c'est l'évaporation limitée. Et puis, un jeu de paramètres, et le test qui prend le jeu de paramètres pour pouvoir valider le modèle. Ensuite, on a défini l'algorithme du modèle exactement comme est décrit, au fait, le lien mathématique que je vous ai montré tout à l'heure. Et l'algorithme du modèle avec les méta-informations nous permettent de définir, au fait, la fonction CML, le langage CML que nous avons défini. Et c'est à partir, au fait, de ce modèle unitaire. D'ailleurs, nous avons le modèle unitaire. L'évapotranspiration de Taylor étant également un modèle, une sortie d'un modèle unitaire. Le modèle composite, alors, prend l'ensemble des modèles unitaires, les liens, et on décrit, il y a un formalisme pour décrire aussi les liens entre les différents modèles unitaires. Ainsi, après, le code source qui est généré nous permet maintenant, à base d'un système de transformation que nous avons défini, de pouvoir générer les modèles dans les différents langages et également les composants des modèles pour les différentes plateformes. Je ne vais pas trop vous expliquer au fait ce mécanisme, seulement qu'il existe un système de transformation pour pouvoir transformer le code CML vers au fait les modèles des plateformes, les composants des modèles dans les plateformes. Donc, tout en prenant en compte les différentes spécificités de ces composants, à la fois de Simplex, Bioma, DSAT, toutes les spécificités sont prises en compte pour pouvoir avoir des composants valides pour chaque plateforme. Nous avons ensuite défini alors comment est-ce que le modèle déjà, le composant existant déjà dans les plateformes peuvent générer au fait le modèle Crop2ML pour ne pas avoir à chaque fois à décrire un modèle dans Crop2ML avant de pouvoir au fait le régénérer dans les plateformes. Donc alors c'est ce que j'ai appelé ici Crop2ML Extractor qui nous permet à partir des composants existants de régénérer le modèle Crop2ML. Ensuite, nous avons alors défini une interface utilisateur pour faciliter au fait l'échange et la réutilisation des composants dans les plateformes. Nous avons défini un package, c'est-à-dire un dossier qui va permettre d'enregistrer tous nos modèles et les modèles générés. Le modèle de spécification, les différents concepts qui sont définis, que j'ai déclinés tout à l'heure avec l'algorithme, et ainsi un jeu de système de transformation, et puis notre interface qui va nous permettre la création, l'édition et la composition des modèles. Enfin, nous avons également un lien, notre interface qui permet aussi de pouvoir tester les modèles dans les différents langages. Et nous avons des kernels de langage qui sont déjà installés et qui aussi, à partir au fait de cette interface, nous permet, ici par exemple, c'est comment on peut créer un package du modèle, comment est-ce qu'on peut visualiser le modèle composite, le lien entre les différents modèles unitaires.
Cet exercice a été fait avec 3 composants de modèles existants, phénologie, énergie balance et SNO. Les 2 premiers sont des modèles existants dans Bioma et le troisième, c'est un modèle existant dans Stix qui ont été transformés en CropToML puis régénérés dans l'ensemble des plateformes. Ensuite, nous avons utilisé notre seconde approche qui est l'inférence au fait de modèles qui nous a permis au fait de pouvoir régénérer le modèle en CropToML. Par contre, cette régénération n'est pas totalement implémentée. J'ai juste montré les approches conceptuelles pour pouvoir le faire. Et ça, c'est un exemple de modèle déjà qui a été régénéré au fait dans la plateforme Optalia. On peut voir les liens entre les modèles. Et ici, dans Optalia, en fait, c'est la notion de nœud et puis la notion de modèle nœud composite qui est utilisée. Enfin, en quoi c'est utile notre système? Il y a pour différents utilisateurs, nous avons le niveau modélisateur, le niveau informaticien et les utilisateurs finaux. Le niveau modélisateur, c'est de comprendre en fait les concepts de CropToML, de CML. Avec peu de spécifications, l'intérêt c'est qu'on a peu de spécifications, on n'a pas besoin d'avoir toute la connaissance des différentes plateformes. Le niveau informaticien, c'est-à-dire l'informaticien, pour pouvoir étendre avec d'autres plateformes, doit pouvoir écrire les règles entre les concepts de CropToML avec sa plateforme pour pouvoir maintenant mettre en place un système avec les autres plateformes existantes sans connaître au fait aussi les suites de ces plateformes. Alors, le niveau de l'utilisateur final, on met à la disposition de l'utilisateur final un certain nombre, plusieurs composants de modèles de différentes plateformes qui peuvent être réutilisés. Enfin, les différentes directives de notre thèse, c'est qu'on tente d'améliorer CropToML en prenant en compte des structures de données beaucoup plus complexes, aussi pour annoter les modèles, pour pouvoir quand même respecter au fait la composition sémantique des modèles. Aussi, nous allons étendre notre approche à une multi-échelle pour pouvoir prendre en compte aussi la spécificité des modèles fonctions structures et également les initiatives sur des plateformes de modélisation intégrative qui existent également pour pouvoir passer également à l'échelle. Et enfin, nous voulons prendre en compte également les modèles de calcul qui sont différents dans chacune de ces plateformes pour pouvoir aboutir quand même à un système d'intercomparaison et d'amélioration des solutions de modélisation existantes, tout en prenant en compte également les travaux existants déjà sur au fait, l'homogénéisation des données de modèles de culture. Merci de votre attention. Alors, je suis prêt pour les questions-réponses. Merci beaucoup, Cyril. Il y a une question de Ludovic Brossard. Il va te la poser en direct. Merci. Allumez votre micro, peut-être, Ludovic, et votre caméra. Oui, pardon, j'avais pas entendu. C'était bon. Bonsoir. Attendez, j'essaie d'activer. Ok, non, c'est pas marché. Donc, merci de la présentation. J'avais juste 2 questions, mais la deuxième, vous l'avez un peu répondu. La deuxième, c'était sur les variables. Comment vous vérifiez que les variables définies dans un modèle correspondent bien à celles qui dans un autre. Donc, j'ai vu que vous vouliez faire une analyse sémantique, donc c'est peut-être via des ontologies. Et la première, c'était aussi, c'est des questions qu'on se pose souvent quand on veut combiner des modèles, c'est les changements d'échelle entre modèles, les pas de temps différents. Comment est-ce que votre plateforme réussit à gérer ça? D'accord. Effectivement, pour la description déjà des différents modèles unitaires, modèles composites, il y a un concept sur le part de temps qui est défini pour chaque modèle unitaire. On peut avoir des parts de temps journaliers, des parts de temps horaires. Ensuite, c'est au fait au modélisateur de pouvoir construire au fait la fonction de passage au fait parce que là, pour le moment, nous n'avons pas encore mis en place un système automatique pour passer au fait d'un part de temps minimal vers un part de temps beaucoup plus voilà, du par exemple horaire à journalier. C'est au fait au modélisateur de construire au fait ce passage au fait à l'échelle temporelle. C'est pas automatique. D'accord, merci. Véronique, tu as une question pour Cyril? Oui, merci. En fait, Cyril, bon, merci
la présentation. Moi, j'ai pas bien saisi le lien avec des données. Et en particulier, est-ce que tu comptes aussi sur des modèles issus de données? Ça, j'ai pas saisi. Je pense que c'était dans la dernière diapo, mais tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Bon, je peux déjà présenter, je ne sais pas si j'ai bien présenté déjà cette diapositive déjà sur l'intérêt de la réutilisation avec des nouvelles questions que pose l'utilisation des données de phénotypage parce que les modèles en eux-mêmes aussi permettent de prédire aussi les traits, d'accord, les traits phénotypiques. Par contre, avec le phénotypage haut débit, les données issues des capteurs, on peut aussi arriver à pouvoir générer les données sur les traits phénotypiques pour pouvoir renseigner également les modèles. D'accord? Donc, ça permet aussi de faire la simulation des données et de pouvoir corriger les modèles. Maintenant, pour pouvoir ne pas perdre au fait le réalisme biologique lorsque nous allons faire la simulation des données, il est quand même intéressant de pouvoir réutiliser peut-être des hypothèses des alternatives qui existent déjà dans les d'autres formes de modélisation, d'autres formalistes de modélisation et mises à disponibles dans d'autres plateformes de modélisation. Donc ça, ça explique un peu l'intérêt au fait de pouvoir échanger les modèles entre les différentes plateformes. Maintenant, l'autre point au fait que je mets ici comme en perspective, au fait, le lien avec les données, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a différents formats de données. Ici, cette thèse, on a juste défini une approche commune de représentation de modèles, mais pas une approche commune de représentation des données. Il existe déjà des travaux sur ça qui permet au fait de représenter des données de façon uniforme. Et nous allons aussi tenir compte au fait de cette représentation uniforme pour pouvoir faire le lien avec les données Crop2ML et pouvoir faire des simulations. Parce que là, pour ma thèse, je ne suis pas allé jusqu'au niveau de la simulation. Je suis resté juste au niveau de la représentation du modèle, des composants du modèle. Ok, merci beaucoup. Et dernier point, quels sont les contacts? Enfin, je ne sais pas comment tu interagis avec les porteurs des différentes plateformes. On a vu une diapo où il y avait plein de photos. Enfin, et comment Ouais. ils reçoivent en fait le travail. Tout le travail a été fait avec les différentes plateformes du début de la thèse jusqu'à la fin de la thèse. Parce qu'effectivement, on veut mettre en place vraiment une approche commune. Parce que tous les concepts ont été définis ensemble et aussi pour pouvoir tester, pour pouvoir valider les transformations dans les plateformes. Tout le travail a été fait ensemble, en fait. Donc, il y avait déjà eu des réunions précédentes avant, en fait, le démarrage de ma thèse. Il y a probablement la première réunion, c'était est-ce qu'on ne peut pas utiliser déjà une plateforme, oui, existante pour pouvoir tout le monde utilise la même plateforme, ce qui n'est pas possible. Mais ils sont amenés quand même à vouloir définir une approche commune déjà de représentation de modèles, mais pas de plateforme. Donc, parce que chacun garde sa plateforme, mais juste l'objectif ici, c'est de pouvoir représenter de façon uniforme quant aux plateformes, de pouvoir simuler au fait les modèles suivant au fait les spécificités de leur plateforme. D'où au fait le système de transformation qui a été mis en place. Sinon, il existe déjà des approches qui, au fait, au lieu de pouvoir transformer le modèle pour répondre aux spécificités d'une plateforme, juste définir une sorte d'interface pour pouvoir définir la connexion entre les modèles. Mais toutes les plateformes n'ont pas en fait cette capacité. C'est pour ça que j'ai travaillé beaucoup plus sur un système de transformation qui a permis de représenter les modèles, de générer les modèles conformément aux spécificités des plateformes. Donc, tout le travail a été fait avec les plateformes. Merci Cyril. On a une question d'Isabelle. Elle va te la poser également en direct.
Oui, alors c'est une question de novice, hein. Voilà, il existe des nouveaux systèmes de recherche en fait où il y a on crée des plateformes collaboratives, c'est-à-dire qu'il y a une problématique et plusieurs équipes cherchent donc à résoudre. Et donc je voulais essayer de comprendre le potentiel du travail. Est-ce que ça va permettre que toutes les plateformes, comment dire, travaillent sur la même chose en même temps et puis que ça génère beaucoup plus de résultats, donc plus de dispersion et d'information, ou est-ce que ça va mettre en place des séquences entre les différentes plateformes, ou est-ce que ça va envelopper l'ensemble, enfin, en termes de résultats de recherche, voilà, sur l'utilisation des modèles? Je ne sais pas si c'est clair. Je vais essayer est-ce que tu veux demander par là, est-ce que c'est une... Pardon? Oui, oui. Est-ce que tu demandes par là, est-ce que c'est une plateforme qui va remplacer déjà les plateformes existantes ou... Non, non, c'est pas ça. Est-ce que c'est le travail va permettre à toutes les plateformes de travailler en même temps sur une même problématique, chacun avec ses approches spécifiques pour se compléter, ou est-ce que ça va générer un seul résultat issu de tous les modèles? Une synthèse, en fait. Non, non, ça, en fait, ici, l'objectif, ce n'est pas de pouvoir ici, on laisse chaque plateforme avec ses différentes spécificités, la manière de modéliser, les différentes hypothèses qu'elle prend en compte pour pouvoir fournir ces modèles. Ça, on ne gère pas. Mais la seule chose que nous gérons ici, c'est le lien, au fait, entre les différentes plateformes. Comment est-ce qu'une plateforme peut réutiliser le composant qui est développé dans une autre plateforme. D'accord. Et Crop2ML ici, c'est juste un intermédiaire pour faciliter cette réutilisation du composant qui est développé dans l'autre plateforme. D'accord, d'accord, c'est pour interagir. Enfin, bon, je traduis avec mes mots à moi. D'accord, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Cyril, on va prendre 2 dernières questions parce qu'ensuite, on va clore ta présentation et les échanges pour basculer sur notre deuxième doctorant. Donc, il y a une question de Patrick Chabrier qui demande: est-ce que l'utilisation de processus boîte noire est possible? Dans notre cas, non. Est-ce que vous m'entendez? Dans notre cas, non. On n'utilise pas les processus boîte noire, justement. C'est ce qui a évité, au fait, c'est ce que nous avons évité, justement. Et nous avons mis en place, au fait, le système de transformation. Parce que généralement, les processus boîte noire, ça ne nous permet pas de comprendre en fait les hypothèses, les équations. On n'a aucune connaissance de comment les équations sont décrites. On a juste accès aux sorties, aux entrées-sorties, juste à travers l'interface. Mais par contre, l'objectif ici est de comprendre les hypothèses qui sont émises en fait, dans le processus de modélisation et voilà. Patrick, vous voulez réagir par rapport à la réponse de Cyril? Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Ok. Non, c'était pour voir si on pouvait mixer les approches, parce que dans certains cas, on peut imaginer qu'un processus fasse appel à un algorithme complexe, relativement difficile à redévelopper. C'était juste pour voir s'il y avait un moyen de mixer les deux approches. Je vois bien les vertus de l'approche boîte blanche, hein, on est bien d'accord, c'était juste... voilà. Donc, j'ai compris la réponse, pas de problème. Ok, merci beaucoup. On va donner la dernière question à Vincent Armand. Vincent, à toi. Oui, c'était pour savoir si tu utilises ou si c'était possible de représenter tes modèles par des ontologies de langage RDF. C'est parce que j'ai vu ce slide sur faire et puis sur un peu tes perspectives en fait. Mais je ne sais pas si c'est en fait, est-ce que c'est possible d'avoir des langages très simples comme ça pour représenter tes modèles? Est-ce que c'est possible d'avoir des langages, s'il te plaît, tu peux reposer la question? Des langages du style, en fait, qui permettent l'interopérabilité,
comme tu l'as décrit dans un slide, alors je ne sais plus lequel. Et puis, Ouais, tu c'est parles ça. là, ici d'annotation sémantique, en fait, Ouais. pour donner du sens. Donc, les relier peut-être une ontologie. Et en fait, la façon de décrire les modèles qui correspondent à une ontologie, donc c'est le langage un petit peu Ouais, c'est ça, RDM. exactement. C'est la suite également du travail. Pouvoir ajouter la notation sémantique au modèle et voilà, ça peut nous amener aussi à mieux publier aussi nos modèles, à avoir des modèles quand même qui ont du sens, quand même pour pouvoir aussi respecter les contextes dans lesquels les modèles sont développés voilà. Voilà. Et est-ce que tu n'as pas un problème d'expressivité en passant dans le langage? C'est la dernière petite question, donc, pour ne pas déborder. D'expressivité quand tu passes de la description d'un modèle à l'autre et quand tu as différents langages. Oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Voilà, parce que le langage que nous avons défini, c'est vraiment un langage minimal et ça tient pas en compte également tout le potentiel au fait des plateformes. Mais par contre, pour les modèles comme Phénologie, Neige et Énergie Balance, qui sont des modèles de test, dans notre cas, on a pu quand même pouvoir définir ces modèles avec le langage. Mais je pense que le langage peut être effectivement étendu, surtout pour les structures de données complexes quand même qui existent dans les plateformes. On peut avoir en fait une donnée avec des propriétés, avec des fonctions et tout, donc qu'on peut essayer de gérer avec le langage. Pour le moment, nous sommes vraiment restés au niveau minimal et voilà. Je pense qu'on peut l'étendre aussi pour prendre en compte d'autres spécificités. Merci. Merci beaucoup, Cyril. Je rappelle à Sylvain que je débute pas la dernière année de thèse et que si je suis à la fin de la thèse, je soutiens le vendredi. Ah d'accord, pardon, alors c'est une erreur de ma part. Bah, écoute, c'est pour ça que c'est aussi abouti. Voilà, tout s'explique. Ok, merci. Merci beaucoup, Cyril. Merci pour cette présentation. On va te laisser arrêter le partage de ton écran pour que puisse partager le sien. Merci. Oui. Donc, Anis, pour t'introduire, donc là, je ne vais pas faire d'erreur. Toi, tu as soutenu ta thèse en novembre sous la direction de Riyad Bendoula de l'unité ITAP dans l'équipe comique à Montpellier. Avant ce parcours de 3 ans cofinancé Digitag, tu as un master en physique biomédicale et tes 2 disciplines de recherche principales sont la physique et l'optique. Donc, je te donne la parole. À toi. Merci. Du coup, bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous présenter un peu mes travaux de thèse de façon succincte et rapide, surtout pour vous laisser passer à l'apéro. Du coup, durant ces 3 dernières années, j'ai travaillé sur le développement d'un microcapteur optique pour la caractérisation des dépôts de pulvérisation en agriculture. Donc, je pense que c'est une surprise pour personne. L'usage des pesticides pose pas mal de soucis et un peu au cœur des problématiques actuelles. Et cet usage pose problème, notamment dû au mouvement hors cible des particules de pulvérisation. Donc, c'est ces particules qui vont contaminer les nappes phréatiques aux abords des plantations, vont avoir un impact pour l'environnement et vont donc le polluer. On retrouve un peu des résidus de ces produits dans l'organisme du vivant. Donc, ça présente des risques pour la santé à court et à long terme. Et cet usage a aussi un impact négatif d'un point de vue économique, étant donné qu'il y a une perte de produits qui induit à un traitement moins efficace. Néanmoins, l'avenir n'est pas sans espoir. Il est possible d'envisager de baisser l'usage de ces intrants de façon assez considérable sans avoir un impact sur la productivité. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est quels sont les leviers justement qu'on pourrait mettre en œuvre pour réduire l'usage de ces produits phytosanitaires. Donc, dans un premier temps, il est possible d'envisager des systèmes de culture qui limiteraient le développement des maladies et des parasites. Il est possible aussi de travailler sur la génétique de la plante en
en créant des variétés de plantes plus résistantes. Et troisième axe qui est d'optimiser la phase de pulvérisation au champ en optimisant le rapport entre la dose efficace et la dose émise. Et pour ce troisième axe, il est crucial de quantifier justement la dose de produit que la plante ou que le couvert végétal va recevoir. Donc à l'heure actuelle, les méthodes qui existent et qui sont déployées sur le terrain, telles que les collecteurs à base de papier hydrosensible, sont assez coûteuses en temps et peu précises. Et si on regarde ce qui se fait plus du côté de la recherche, il existe par exemple des capteurs à circuit électronique. Mais ces capteurs-là ont une fenêtre de détection qui est insuffisante, donc ça détecte des gouttes allant de 5 à 10 microlitres. Or, dans un cas au champ, on est sur des volumes qui sont bien en dessous du microlitre. Donc, il y a un réel besoin d'outils capables de caractériser de façon précise la dose reçue par les plantes, pour optimiser la phase de pulvérisation. Et nous, ce qu'on a proposé dans le cadre de ma thèse, c'est d'étudier la faisabilité d'un microcapteur optique capable de répondre à ce besoin. Donc, le principe de fonctionnement de ce capteur est simple, je dirais, mais pas tant que ça. Donc, ces capteurs optiques sont à base de ce qu'on appelle des guides d'onde. Et l'analyse de l'impact des gouttes en surface sur les propriétés de guidage de la lumière vont nous fournir une information justement en lien sur le volume déposé. Et dans le cadre de mes travaux de thèse, j'ai utilisé de l'eau déminéralisée, donc déjà pour pas m'exposer aux produits, et parce que c'est le composant principal des liquides utilisés au champ. Donc, le principe de fonctionnement de ces guides d'onde est assez semblable à celui d'une fibre optique, par exemple. Donc, on a une couche guidante dans laquelle on va injecter un faisceau lumineux. La lumière va se propager au sein de cette couche appelée couche cœur. Les réflexions internes de la lumière vont générer ce qu'on appelle un champ évanescent, qui est un champ électromagnétique qui décroît de façon exponentielle à l'interface des guides d'onde. Et une fois une goutte déposée en surface, la goutte d'eau va perturber justement les propriétés de guidage de ces guides d'onde par couplage évanescent ou c'est dû à l'absorption de la lumière par la goutte d'eau. Donc on sait que l'eau absorbe à différentes longueurs d'onde. Donc c'est dans ce principe-là que s'inscrit le fonctionnement de ce capteur. Donc pour résumer un peu le tout, on va injecter un premier faisceau lumineux, on va enregistrer un premier signal. Ensuite, on va déposer une goutte en surface et on va enregistrer un second signal. Et c'est la différence entre ces deux intensités en sortie de guide qui va nous permettre d'estimer le volume de la goutte déposée en surface. Donc la démarche suivie pour réaliser ce capteur a été dans un premier temps de déterminer le design et puis de fabriquer les guides d'onderie. Donc le design a été extrait par des calculs de simulation. On a procédé à des simulations pour déterminer quels sont les paramètres opto-géométriques les plus optimales pour passer à la phase de fabrication, pour éviter de fabriquer des composants qui servent à rien. Une fois ces composants fabriqués, ces guides d'onde-là ont été testés à monolongueur d'onde, donc à 1,55 micromètres. Ensuite, on a testé ces guides d'onde-là sur un second dispositif où là, on a une source laser multilongueur d'onde. On a étudié les guides d'onde à 1 à 2 micromètres de longueur d'onde. Puis, les quelques perspectives sur lesquelles on a déjà commencé à travailler pour améliorer justement le fonctionnement de cette sonde de mesure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces guides d'onde RIB sont régis par 3 paramètres optogéométriques, donc qui sont l'épaisseur de la couche cœur, donc la couche cœur qui est la couche dans laquelle on va injecter le faisceau lumineux,
la profondeur de gravure. Anis, reste bien proche du micro parce que parfois quand tu bouges, on t'entend plus bien, ça coupe ton son. Merci. Ah, pardon. OK. Donc, du coup, je disais, il y a 3 paramètres qui déterminent le design de ces guides d'onde-là. Donc, il y a la profondeur de gravure, l'épaisseur de la couche cœur et la largeur du guide d'onde. Ces guides d'onde-là sont à base de 3 matériaux appelés chalcogénures, qui sont des verres un peu particuliers, et qui sont le tellure, le sélénium et le germanium. Donc, c'est un système ternaire qui permet d'avoir une fenêtre de transmission qui va de 1 à 16 micromètres en longueur d'onde. Donc, ça nous permet déjà de réaliser les premiers tests et d'envisager des applications diverses et variées. Donc, la stoichiométrie des couches a été déterminée dans des travaux antérieurs. Donc, j'ai pas précisé juste avant, mais ces guides d'onde, il y a 2 couches qui sont déposées sur un substrat de silicium. Il y a une couche tampon et une couche cœur qui est la couche guidante. La couche tampon va servir de gaine pour permettre de confiner la lumière dans la couche guidante appelée couche cœur, avec une différence d'indice de réfraction entre les 2 couches de 0,1. Ensuite, j'arrive pas à changer de slide. Okay. Donc, afin de réaliser ces guides d'onde-là, on procède dans un premier temps, on dépose les couches par méthode de coévaporation thermique sous vide. Donc, cette méthode-là consiste à faire évaporer le sélénium et le tellure par des sources à effet Joule. Donc, on va faire évaporer la matière sur un substrat de silicium, et le germanium est évaporé par canon à électrons. Donc, cette méthode-là permet de superposer des couches, donc faire différents dépôts sur un même substrat. Et si on joue sur les vitesses d'évaporation, on peut jouer sur la composition des couches pour justement avoir notre différence d'indice de réfraction entre les 2 couches pour avoir un guidage optimal. Une fois la phase de dépôt de couches effectuée, on prépare les couches à la phase de gravure. Donc, on va déposer une résine. Par méthode de spin coating, on va étaler toute la résine sur la surface des couches déposées. Ensuite, on va photolithographier ces composants-là pour ensuite passer à l'étape de gravure par usinage ionique, où là, on va bombarder par des ions d'argon plus le composant pour justement dessiner le motif RIB souhaité. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il nous a fallu graver pendant 45 minutes pour avoir une profondeur de gravure de 4 micromètres, pour avoir une idée des temps nécessaires pour réaliser cette phase de gravure. Donc, comme on peut le voir ici, le design du RIB suite au calcul de simulation et à la réalisation des guides RIB. Là, on a une profondeur de gravure à 4 micromètres, une épaisseur de couche cœur à 6 micromètres et une épaisseur de couche tampon à 6 micromètres. Et comme on peut le voir aussi sur la figure à droite, si on regarde à l'aide d'un microscope électronique, on peut voir qu'on a bien les dimensions préétablies suite au calcul de simulation. Donc, on arrive à réaliser ces guides RIB avec une précision assez considérable. Donc, dans un premier temps, on a testé ces guides d'onde-là à monolongueur d'onde. Donc, on utilise une source à 1,55 micromètres de longueur d'onde. La lumière va passer par une fibre qui, elle, est collée à l'entrée du guide d'onde. Donc, on injecte le faisceau lumineux, on récupère le signal sur un photodétecteur pour mesurer l'intensité en sortie, puis sur une caméra pour regarder le mode d'injection, le mode qui est la forme de la lumière qui va se propager au sein du guide d'onde. Donc, on s'assure dans un premier temps qu'on est monomode, un critère qui était nécessaire pour cette première approche. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on garantit justement cette propagation monomodale de la lumière, on va déposer une goutte, puis on va enregistrer le second signal et on va essayer de comparer les deux. Donc, dans un premier temps, pour s'assurer que ces guides d'onde-là détectent bien les gouttes, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai à 10 reprises, j'ai déposé une goutte, puis enlevé, puis redéposé, puis enlevé. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on revient toujours à peu près au même signal de départ, donc la mesure est assez répétable.
Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié le volume de la goutte sur les variations de l'intensité du signal en sortie en fonction des volumes de gouttes déposées. Donc, ce qu'on voit ici en orange, c'est les résultats de simulation et en bleu, c'est les résultats expérimentaux. Donc, j'ai juste la petite fenêtre de GoToMeeting qui me gêne. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir, c'est plus le volume de la goutte est important, plus les pertes sont importantes. On voit qu'il y a un décrochage à partir de 4 microlitres entre les résultats de simulation et les résultats expérimentaux. Et ceci est dû à la forme de la goutte qui, dans les calculs de simulation, a été considérée comme une demi-sphère, étant donné l'angle de mouillabilité des matériaux calcogénures qu'on a utilisés, qui est de 90 degrés. Or, en expérimentation, la goutte d'eau a plus une forme semi-ellipsoïdale, étant donné qu'on utilise des guides d'onde droits où justement ça va influencer sur la forme avec laquelle va s'étaler la goutte en surface. Donc c'est ce qui expliquerait cet écart entre les deux résultats. J'arrive pas à passer de slide. Hop, voilà. Voilà, comme on peut le voir sur la petite image en bas à gauche, voilà, la goutte a tendance à s'étaler sur la longueur des guides d'onde, et donc la surface d'interaction est plus importante, donc les pertes sont plus importantes en expérimentation. Ensuite, on a testé l'influence de la position de la goutte sur les guides d'onde, sur les variations d'intensité du signal. Donc, comme on peut le voir, pour un même volume, quelle que soit la position de la goutte en début, au milieu ou à la fin du guide d'onde, les pertes sont les mêmes. Et on retrouve aussi le lien entre le volume déposé et les variations d'intensité. Et troisièmement, pour cette première étape, on a étudié le cumul de gouttes sur le signal transmis. Donc, plus on superpose des gouttes en surphase, plus la variation d'intensité est importante, plus les pertes sont importantes. Donc, ça rejoint les premiers résultats. Ensuite, pour aller un peu plus loin, on a développé un nouveau banc pour de l'analyse dite spectrale de la lumière. Donc, au départ, on analysait l'intensité du faisceau lumineux en sortie. Là, on va analyser le spectre de la lumière. Donc, on a utilisé une source laser appelée supercontinuum. Donc, elle permet d'avoir des longueurs d'onde allant de 1 à 2 micromètres. Donc, on injecte la lumière au sein des guides d'onde. On récupère la lumière en sortie sur une caméra pour observer le mode injecté, et on récupère aussi la lumière en sortie sur un spectrophotomètre pour analyser justement le spectre issu de l'injection de la lumière dans le guide d'onde. Donc, on enregistre un premier spectre avant dépôt de la goutte. Ensuite, on va déposer une goutte, puis on enregistre un second spectre. Et justement, la différence entre ces deux spectres va nous permettre d'estimer le volume de la goutte déposée. Anis, si tu veux avoir un petit peu de temps d'échange, il faudrait que tu accélères un petit peu ta présentation. J'ai bientôt fini, pardon, ouais, j'ai bientôt fini. Parfait, merci. Voilà. Donc, pour faire vite, ici, on a les spectres en transmission enregistrés. Le gradient de couleur correspond au volume déposé. Là, comme on peut le voir, on ne peut pas établir de lien entre le volume et l'absorption. Il est difficile de conclure à partir de ces spectres-là. Donc, il était nécessaire de faire appel à des méthodes d'analyse multivariées. Donc, voilà. On a fait appel à l'analyse en composantes principales. Donc, dans le cadre de cette étude, la première composante exprimée, la variance expliquée à hauteur de 85% du jeu de données est due à la mesure, donc aux perturbations issues de la mesure. Et 10% de la variance expliquée est due à l'absorption de l'eau. Donc là, comme on peut le voir sur le deuxième, sur la deuxième composante principale, pardon, on retrouve un peu le spectre d'absorption de l'eau. On a un creux à 1450 qui colle bien avec la longueur d'onde à laquelle absorbe l'eau. Et pour aller un peu plus loin et se rapprocher de l'idée du capteur, on a appliqué des modèles de prédiction, une méthode appelée PLS, pour prédire les volumes déposés à partir des spectres enregistrés. Donc là, ce qu'on a obtenu comme résultat, on a une précision
de prédiction de l'ordre de 66%, donc on n'est pas parfait, mais on est quand même, le résultat est quand même assez encourageant et en termes de perspective, donc comme on a pu le voir sur la première composante où 85% de la variance des spectres est due à la mesure, donc là, comment dire, la mesure est perturbée justement par la qualité de clive des composants, donc ça, ce qui influe sur l'injection de la lumière, sur le couplage de la lumière. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de rendre la mesure plus robuste en stabilisant le banc. Là, on travaille sur ça actuellement. Puis rendre le modèle d'étalonnage pour améliorer la prédiction en effectuant plus de tests, plus de spectres enregistrés avec différents volumes. Étant donné qu'on fait de l'analyse spectrale, il serait intéressant de voir la capacité discriminante du capteur, donc utiliser des liquides complexes, de l'eau avec de l'alcool ou autres éléments chimiques et voir si on arrive à discriminer les composants et à estimer leur pourcentage dans la goutte déposée. Et pour justement aller plus loin, il est nécessaire de développer des designs plus complexes. Là, on était sur une mesure linéique, sur un seul guide. Là, il est nécessaire de développer des structures plus complexes de type grille pour avoir une mesure, par exemple, surfacique et avoir une idée de tout le volume déposé sur le capteur pour justement essayer d'estimer au mieux le volume déposé. Voilà, merci de votre attention. Et voilà. Désolé, je n'ai pas le temps, je ne sais pas combien j'ai mis. C'est pas grave, c'est parfait. Merci beaucoup, Anis. Il y a une question de Vincent, il va te la poser en direct. Et bonjour, merci pour la présentation. Alors, est-il possible d'estimer le rendement de pulvérisation par des images satellites? Et si oui, quelles seraient par les propriétés de réflectance de la même façon des feuilles en fait et voilà, je pense que c'est à peu près les mêmes outils que tu utilises, pas les mêmes outils mais les mêmes propriétés en fait que tu utilises pour le microcapteur et est-ce qu'il y aurait vraiment un grand écart avec une estimation, la précision du microcapteur en fait? Ok. Là, ce qui est un peu différent entre les deux approches, c'est qu'on a un souci de dimension, si on veut. Là, notre microcapteur, c'est vraiment essayer de simuler un collecteur, voire une feuille, pour avoir une estimation de ce que reçoit la feuille en termes de dose de produit. Par image satellite, j'ai jamais eu l'occasion de travailler là-dessus, donc je saurais pas dire, mais je pense qu'il y a une différence d'échelle entre les deux. Là, oui, voilà, c'est ça. Et du coup, quelle serait la perte, mais forcément, tu serais plus précis, mais est-ce qu'on sait que est-ce qu'il y aurait, dans l'estimation, est-ce qu'il y aurait beaucoup plus de pertes si on le faisait par image satellite? Mais après, je connais pas les approches, c'était pour savoir si toi, tu connaissais. Alors, nous, on est sur des volumes qui sont, les tests que j'ai pu faire, j'ai pu tester des volumes de l'ordre de 0,1 microlitre, donc c'était tout petit volume de gouttes déposées. Je pense ou je suis pas sûr qu'avec des images satellites. Non, mais ça n'aura pas cette précision-là, mais effectivement. Voilà, pour bien estimer la dérive de produit, il faut vraiment avoir, justement, c'est là où se trouve la problématique, c'est pour estimer justement le volume des toutes petites, des fines gouttes. Là, c'est plus complexe. Et je suis en train de dire, je pense que Véronique a une réponse à… Voilà, elle va prendre la parole. Oui, merci. En fait, les images satellites, pour la question posée, c'est pas tout à fait approprié parce que bon, les satellites, ils passent tous les 5 jours, donc on voit que ça tombe juste après une pulvée, voilà, d'autant que bon, ce qui est déposé sur les feuilles, après ça peut s'évaporer, enfin ça sèche de toute façon. Alors par contre, il y a quelque chose entre les deux, c'est des gens qui utilisent des lasers pour aller mesurer sur des distances assez lointaines quand même des nuages. Ça, on est un petit peu entre les deux, mais je crois que c'est pas le même objectif que la thèse d'Anis, puisque Anis, son objectif c'était de voir ce qui arrivait sur une cible et pas ce qui restait en nuage. Voilà. Mais pour te répondre, enfin, si la question c'est aussi
est-ce qu'on peut changer d'échelle? Il y a des technos, oui, avec de la fluorescence laser, par exemple, qui existent. Mhm. Voilà. Et j'ai une question, alors, Anis, Oui. j'en profite. En fait, moi, je voulais savoir, enfin, dans ce que tu montres, d'abord, il me semble que finalement, le mono longueur d'onde, Ça ça servait pas à grand-chose. C'était ça plus servait pas. pour Ouais. démontrer dans un premier, juste c'était vraiment pour démontrer dans un premier temps que ça marchait, qu'on avait bien une détection d'une goutte déposée en interface. Et là, le côté spectral, ça permet aussi d'envisager des applications plus poussées du capteur, en plus de l'estimation du volume déposé. Oui, mais moi, il me semblait que le premier, enfin le monochrome, ça servait déjà finalement à voir les volumes qui étaient arrivés sur la cible. Et justement, dans quelle mesure le spectral, enfin, il faut passer par du spectral. Euh, Parce que le spectral, ça va être peut-être intéressant s'il y a des mélanges, mais en fait, l'agriculteur, il sait ce qu'il applique. Enfin voilà, ma question, c'était, est-ce que tu as identifié une application où le spectral, il a vraiment un intérêt fort? Alors d'un point de vue optique, là on est passé d'une approche dite monomode, donc on avait un mode d'injection de la lumière monomodal, donc l'intensité est centrée en un point. Sur la partie spectrale, on était sur des guidons plus larges, donc on était multimode, mais la question du mode ne posait pas trop de problème étant donné qu'on analysait le spectre en sortie. Et alors c'est vrai que sur le premier banc, j'ai pas testé des volumes en dessous du microlitre. Et oui, sur un des éléments qui a motivé l'usage du deuxième banc, c'était le côté volume plus composition du liquide, voir déjà si on arrive à avoir les mêmes résultats que sur le premier banc, donc pour voir qu'on détecte bien la goutte, et démontrer une seconde fois avec une autre approche que ça marche bien, puis aller un peu plus loin sur une application ouais, un peu qui s'éloigne un peu du dépôt de pulvé, mais je pense qu'il apporte un élément de réponse supplémentaire peut-être à la caractérisation de ce que reçoit la goutte. Parce que je pense que les liquides pulvérisés, il y a aussi un souci du mélange effectué entre le produit et l'eau C'est qui est vrai. pulvérisée. Peut-être que la concentration de produit reçu peut aussi apporter une réponse sur la qualité de la pulvée. Je suppose. Après, je suis loin d'être un professionnel de la pulvérisation. Mais... Très bien. Non, ça pourrait être aussi utilisé pour, alors plus en agriculture, mais plutôt en contrôle de la qualité de l'air, pour voir s'il n'y a pas des Oui, dérives et de quel type enfin, de molécules, oui. voilà, à l'extérieur des parcelles. Merci. Merci. Merci.